Bonsoir à tous. Essentiellement, ce soir, vous êtes de l'autre côté de l'écran, vu les conditions météo. Nous sommes donc présents au Centre Théâtre de Chardin. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Nicolas Gisin pour nous donner cette conférence de Genève. Alors, on a commandé une météo pour laquelle tu ne te sentirais pas vraiment dépaysé. Et donc, merci vraiment d'avoir bravé le temps et les grèves auxquelles tu as échappé. Mais voilà, malheureusement, on est effectivement sous la neige et donc on a peu de participants. Merci aussi aux participants qui sont là, même s'ils sont peu nombreux. Merci d'être là. Je vais présenter brièvement Nicolas Gisin, qui est un physicien exceptionnel, qui a joué un rôle très important dans ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, qui a démarré avec les expériences de non-séparabilité, de non-localité qui seront abordées pendant cette présentation. Alors Nicolas est un professeur émérite à l'Université de Genève. Il est aussi attaché au Constructor Institute of Technology en Suisse. Il a été donc un des acteurs principaux de l'implémentation, je dirais, il a été pionnier dans les expériences de téléportation quantique, de cryptographie quantique. Et il a écrit un livre que je vous recommande vivement, qui est L'impensable hasard, non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques. Il a été traduit, je crois que tu l'as écrit en anglais, c'est ça? Il a été en français, pardon, qui a été traduit en anglais et dans plusieurs autres langues. Donc, voilà, on est très content. Il est docteur honoris causa donc de l'EPFL. Il a eu plusieurs distinctions pour ses travaux, dont le prix John Bell. Alors John Bell, on va aussi le rencontrer pendant cette présentation. Et je trouve que Nicolas aussi a la particularité de pouvoir en fait aborder et réfléchir sur tous les aspects, à la fois de l'application, donc avec une sorte d'application de la physique quantique avec la deuxième révolution quantique, le côté, donc l'expertise en physique expérimentale, mais aussi la théorie de la physique quantique, et il est parmi les rares physiciens qui réfléchit vraiment à la façon dont la physique quantique aborde le réel. Assemblée au conseil d'orientation du Centre Théâtre de Chardin, très important de donner toute la place à la physique quantique, pas seulement pour ses conséquences technologiques, mais aussi pour les leçons philosophiques qu'on peut en tirer. Voilà, donc je te laisse la parole, Nicolas, pour nous parler des 2 erreurs d'Einstein. Bon, merci beaucoup Inès. Bon, j'ai commencé par me lever parce que j'ai l'habitude de parler debout. Alors effectivement, bienvenue. Bon, je regarde surtout la caméra puisque la plupart des gens sont derrière leur écran aujourd'hui. Effectivement, merci d'avoir organisé un temps pour éviter que je sois dépaysé. Donc, je n'ai pas bien compris lorsqu'on m'a demandé ce matin si on voulait maintenir la présentation. Je me suis dit, mais il y a un petit peu de neige et alors, c'est tout à fait banal ça. Apparemment, ce n'est pas banal dans le contexte local. Donc voilà. Mais enfin, donc je suis très content d'être ici dans ce nouveau bâtiment, ce centre que je découvre. Enfin, je ne savais même pas que ça existe, ni que ça existe depuis très peu de temps, depuis 18 mois, je viens d'apprendre. Et donc, je vais vous emmener effectivement dans cette aventure pour parler des erreurs d'Einstein. D'abord, qui suis-je pour pouvoir parler des erreurs d'Einstein? Einstein, évidemment, c'est un génie, c'est un énorme génie, c'est le représentant ou la figure de la physique, donc j'aurais rien à dire dans un sens. Mais en fait, en science de manière générale, voilà, pour rendre hommage à quelqu'un, il ne faut pas que ça aille trop vite ce truc. Bon, pour rendre hommage à quelqu'un, il faut lui poser des défis, le challenger comme on dit aujourd'hui. Nous, en science, on fait ça continuellement, tous les jours, et c'est totalement banal. Il n'y a aucune agressivité à commencer à défier une théorie, même si cette théorie est défendue par quelqu'un qui peut être un ami ou pas un ami, ça n'a aucune importance. On fait ça sans arrêt, c'est notre manière de fonctionner. Donc pour moi, aujourd'hui, en parlant des potentielles erreurs d'Einstein, c'est un hommage que je lui rends, et c'est un hommage de manière plus générale à la science. Et un des messages, vous comprendrez bien aussi, c'est que la science ne signifie pas certitude. On a plein d'hypothèses, des très bonnes hypothèses qui marchent très bien, mais ce ne sont pas des certitudes. Et puis donc, une autre motivation pour moi de parler de ces
erreurs d'Einstein, c'est que Einstein, ou de manière plus générale, la physique et la science, ont une énorme influence sur toute notre société, sur toute notre vision du monde, y compris même une partie dont on n'est pas forcément conscient, des parties inconscientes. Et voilà, cette influence est extrêmement importante, et on verra ça aussi. Alors, commençons. Alors, la science moderne, qui commence avec Galilée et Newton. Donc, on voit évidemment la pomme de Newton qui tombe de en haut vers en bas. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde sait que les objets ne tombent pas de en haut vers en bas. Mais comme on le voit plutôt sur la Terre à droite, là, on tombe vers le centre de la Terre. Et puis la Lune, qui tourne autour de la Terre, elle aussi, en fait, elle est en permanence attirée par le centre de la Terre, mais heureusement, en même temps, elle avance, ce qui fait qu'elle tombe toujours à côté de la Terre, ce qui fait que finalement, elle orbite autour de la Terre. Donc tout ça, c'est trois manifestations du même phénomène. C'est Newton qui a unifié ça avec sa théorie de la gravitation universelle. Aujourd'hui, si je dis théorie de la gravitation universelle, personne ne va être choqué ou dire j'y comprends plus rien, j'éteins mon ordinateur. Jusqu'à là, en principe, ça va, même si probablement très peu de personnes sont capables de faire les calculs, mais ça c'est autre chose. Mais la compréhension générale, elle est là. Sauf lorsqu'on commence à poser des questions. Par exemple, comment la Lune, mais la même chose pour la pomme, le kangourou, notre corps, sait dans quelle direction tomber? Oui, on a bien compris, on va tomber vers le centre de la Terre. Mais comment la Lune, par exemple, sait où est le centre de la Terre? Elle est à peu près à 300 000 km d'ici. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas un bâton pour nous sonder ou des choses comme ça. Et pourtant, elle sait où est le centre de la Terre puisqu'elle tourne autour. Et ça, c'est en fait vraiment une très très bonne question. C'est là où on commence à faire de la science. C'est quand justement on se challenge. Là. Très bien votre théorie, Monsieur Newton, mais elle fait comment? Ça marche comment dans la réalité? Et Newton, en fait, lui-même se posait déjà cette question. Il a écrit que la gravité soit inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans la médiation de quelque chose autre pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre. Cela est pour moi, donc pour Newton, une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. Donc en gros, Newton, il nous dit, mais les gars, pour croire à ma théorie, il faut être un peu fou, quoi. C'est pas possible, ce truc, ça peut pas marcher. Et pourtant, bien sûr que ça marche, on fait les calculs, etc. Donc, un challenge, et voilà, on voit encore très bien, Newton n'était pas choqué, il se challengeait même lui-même, ou challengeait sa théorie. Et en fait, effectivement, si on imagine cette théorie de Newton, et qu'on imagine maintenant qu'on déplace un gros rocher sur la Lune, ben, ce rocher qu'on déplace, avec une petite fusée, quelque chose comme ça, eh bien, ça aura un effet immédiat sur la Terre. Puisque la distribution de masse est déplacée, le centre de masse, ou ce que j'appelais avant le centre de la Terre, ben, se déplace. Là, ça serait le centre de la Lune qui serait déplacé. Et il y aurait un effet, et encore une fois, selon la théorie de Newton, cet effet serait immédiat et transporté par rien du tout, juste par une équation. Mais il n'y aurait rien de physique qui va de la Lune à la Terre. Donc là, nous, physiciens, on dirait, mais ça, c'est de la télépathie. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici, dans la salle ou derrière leur écran, qui croient à la télépathie, mais en tout cas, en physique, on n'y croit pas. Les scientifiques n'y croient pas, donc lorsqu'on dit que ça serait de la télépathie, on dirait que c'est juste impossible, c'est une preuve que ce n'est pas possible. Alors évidemment, comme tout ça, c'est de la physique, c'est-à-dire qu'une science expérimentale, ce qu'il faut faire, c'est faire une expérience. Alors si on avait fait l'expérience, on aurait d'abord vu que la théorie de Newton, en fait, elle est fausse, ou plus exactement, elle est limitée, elle n'est pas parfaitement correcte. Et puis on aurait vu qu'en fait, la gravité ou la gravitation ne se propage pas instantanément, ça ne va pas immédiatement, ça prend un peu de temps. Pour la Lune, ça aurait été à peu près une seconde, un peu plus. Et en fait, cette gravitation va à la vitesse de la lumière. Mais enfin, pour vraiment comprendre ça, il a fallu attendre. Je dois dire que cette expérience, elle est même tellement compliquée que même aujourd'hui, avec toute notre technologie, on ne sait toujours pas la faire. Mais on est de toute façon, on est quand même convaincu que la vraie réponse, ça va venir avec Einstein. Ok, peut-être qu'on peut sauter sur ce lien. Ça vient avec Einstein, qui lui, avec sa fameuse théorie de la relativité générale, a expliqué, et là c'est quand même plus compliqué que la théorie de Newton, mais enfin a expliqué que
la réponse à cette question de Newton, à ce challenge, c'est que en gros, la Terre, si on lit là au milieu, la Terre, la Lune et tout le corps lancent en permanence des petites balles dans toutes les directions qui portent l'information. Et ces petites balles, on les appelle des gravitons. Et elles n'ont pas de masse, se déplacent à la vitesse de la lumière. Et c'est ces petites balles qu'aujourd'hui aussi on entend parler plutôt comme ondes gravitationnelles. On a probablement beaucoup de gens ont entendu parler des ondes gravitationnelles. C'est ça qui porte l'information de où se trouve le centre de la Terre. Comme ça que la Lune sait autour de quoi elle va tourner, par exemple. Voilà, et puis Einstein, il n'a pas fait que ça. Einstein, c'est un génie. C'est un génie que j'appelle de la mécanique, parce qu'en fait, l'explication ou les explications qu'il a données, déjà celle que je viens de vous montrer, c'est vraiment très mécanique. Il y a quelque chose qui porte une information de proche en proche. Aussi avec le mouvement brownien qui est illustré ici, avec les petites boules bleues qui sont relativement grandes, qu'on peut peut-être voir sous un microscope, voire à l'œil nu, et qui se trouvent être bombardées par plein de particules microscopiques qu'on ne voit pas du tout. Ben, ces boules bleues, elles ont un mouvement erratique, on appelle ça le mouvement brownien, et puis Einstein a pu expliquer ça. C'est un peu la première démonstration de l'existence des atomes, donc c'est une expérience extrêmement importante. Et de nouveau, c'est une explication extrêmement mécanique. C'est des espèces de petites boules de billard qui s'entrechoquent, des boules de billard, on comprend comment ça fonctionne, en tout cas intuitivement. Et puis en bas aussi, avec l'effet photoélectrique, pour lequel il a reçu d'ailleurs le prix Nobel, c'est de nouveau une explication extrêmement mécanique. On dit on a des particules de lumière qu'on appelle des photons qui tombent sur une plaque métallique, ici en verre, et qui simplement éjectent mécaniquement des électrons. Et comme ça éjecte des électrons, on peut ainsi produire un courant électrique. Si on a une tension électrique, ça va créer un courant électrique. Donc on voit toute cette explication extrêmement mécanique. Et c'est que vous n'avez pas ici l'animation que j'ai sur mon ordinateur à moi. Dommage ça. Donc, il faut maintenant un peu d'imagination. Il faut voir que toutes ces petites billes bleues sont en train de bouger dans tous les sens, comme des petites molécules d'air, ou peu importe. Et puis, elles entrechoquent, entre elles, s'entrechoquent, et puis elles choquent aussi la boule rouge au milieu, qui évidemment commence à faire un mouvement erratique de nouveau. On peut s'imaginer ça. Et ça, c'est typiquement un système que nous, on appelle chaotique. C'est un système très complexe, où c'est tellement compliqué qu'on n'arrive certainement pas à tout suivre dans le détail, mais on a beaucoup de statistiques, on a beaucoup de petits chocs, etc. C'est vrai que je n'ai pas pensé que sur cet écran, sur cet ordinateur-là, ça ne tournerait pas. Mais peu importe. Voilà, donc on a cette idée qui est vraiment inspirée par Einstein, que la nature est constituée de beaucoup de petites boules de billard qui s'entrechoquent mécaniquement, continuellement, de façon compliquée, mais de façon disons, compliqué globalement, mais chaque choc individuel, c'est très simple. C'est vraiment des petites boules qui s'entrechoquent. Donc, tous ces chocs sont parfaitement bien réglés et tout se déroule comme dans une énorme horloge. Et donc, finalement, ça nous donne une vision du monde, qui est la vision du monde d'Einstein, c'est que l'univers, tout l'univers, est une énorme horloge. Et dans cette horloge, chaque action n'influence que son environnement immédiat. Et là, ça nous donne l'idée aussi que la science implique ou presque s'identifie au déterminisme. Tout est déterminé par ces petites boules qui s'entrechoquent de façon complexe, oui, mais de façon complètement déterminée. Donc, il y a cette identification science égale déterminisme. On peut sauter. Et puis là, j'arrive alors à cette première erreur d'Einstein que je vais expliquer, développer. Donc la première erreur, c'est quand Einstein, comme on voit sur la photo ici, rencontre son ami Niels Bohr, un des fondateurs de la mécanique quantique, et Einstein lui dit « Dieu ne joue pas au dé ». Probablement beaucoup de gens ont entendu ça. Dieu ne joue pas au dé. Puis ensuite, il voit aussi, ce n'est pas son ami, mais enfin Bergson, ici à Paris, et à lui, il lui dit, là, il parlait plutôt du temps, et du devenir, et durée, des choses comme ça. Et puis Einstein clôt le débat en disant non, mais le temps du philosophe n'existe pas. En gros, il n'y a que le temps du physicien, ce paramètre qui permet de mesurer l'évolution de nos petites boules de billard et de leurs innombrables chocs.
Et on voit ça très bien dans cette lettre de condoléances qu'Einstein a envoyée à la veuve de son ami Bessot, qui se trouve qu'il vivait à Genève. Il lui a écrit donc « Il est parti de ce monde un peu avant moi. Cela ne signifie rien pour des gens comme nous qui croient en la physique. Croient en la physique, c'est un peu lieu pour le dire ça. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est autre qu'une illusion obstinément persistante. » Ça, c'était vraiment la vision d'Einstein. Alors, ce déterminisme, on va l'analyser un peu plus pour comprendre pourquoi c'est faux. Donc, l'idée, c'est que Dieu aurait très soigneusement déterminé les conditions initiales, à savoir comment les choses étaient au moment du Big Bang, au tout début. Puis, absolument tout s'est déroulé comme dans une horloge, sans aucune surprise, sans création. En particulier, Dieu n'est plus jamais intervenu, mais pas non plus aucun humain ne peut plus intervenir. Tout est décidé au début. Après, il n'y a plus que les équations qui nous décrivent comment toutes ces boules de billard s'entrechoquent. Et ça a été exprimé extrêmement clairement par Sabine Hossenfelder, une physicienne allemande, qui est aussi une youtubeuse. D'ailleurs, elle fait beaucoup de vidéos YouTube, dont beaucoup sont excellents. Celui-là, il est aussi excellent de par son... Il est tellement extrême, ou elle est tellement extrême là-dedans, que c'est un plaisir de vous le montrer. Donc elle commence, et c'est vraiment des citations littérales. « Vous êtes ici pour entendre ce que la science a à dire, nous dit Sabine. Les conditions initiales déterminent tous les événements, y compris les systèmes chaotiques, donc y compris les systèmes super compliqués. Toute l'histoire du monde était déjà entièrement déterminée lors du Big Bang. » Et elle continue. « Nous sommes juste là pour regarder la pièce se jouer. Nous savons que le futur est déterminé par le présent. » C'est fort ça comme affirmation. « Si vous pensez différemment, vous déniez l'évidence scientifique. » Donc vous voyez, il y en a qui prennent cette vision d'Einstein, puis qui oublient qu'en fait la science c'est des hypothèses, puis qui élèvent ça à une sorte de niveau de vérité ultime. Et puis il y a des bouquins entiers qui s'écrivent là-dessus. Or, en fait, c'est quoi la réalité? Là, elle imagine que tout est en fait comme dans un film, il y a une bobine. Effectivement, la bobine, si vous êtes au cinéma, vous regardez quelque chose, évidemment, le film a déjà été enregistré, il y a une bobine. Ou de nos jours, ça sera plutôt une mémoire solide ou une clé USB, peu importe. Mais en fait, il y a quand même... Ceux qui vivent les émotions, ce sont les spectateurs qu'on voit là en bas. Mais les spectateurs, ils ne sont pas dans la bobine. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Hein. Donc cette image que l'univers, c'est comme un film déjà enregistré puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, ben non, bien, on est quand même là, nous. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas là. Alors, on va essayer de comprendre. Mais peut-être avant, encore une fois, là j'ai un slide juste pour dire, on n'est pas les seuls, ou je ne suis pas le premier quand même, et de très loin d'ailleurs, à me dire, non mais cette image d'un monde totalement déterminé depuis le Big Bang, ça ne peut pas être juste. Donc là, je vous cite deux choses. Il y a Flavio Del Santo, qui a écrit ce bel article, je le conseille. Et puis, il y a Elisabeth Anscombe, qui était une collaboratrice de Wittgenstein, le célèbre philosophe, et qui a écrit « Le succès de l'astronomie de Newton a été, en un sens, un désastre intellectuel. Il a produit une illusion, l'impression que nous avions là un idéal d'explication scientifique, alors qu'en réalité, ce n'est que l'obligeance du système solaire d'avoir eu une histoire aussi paisible qui a produit un tel modèle. » Donc elle nous dit, oui, il y a des exemples très réguliers. La Lune qui tourne autour de la Terre, c'est effectivement très régulier. Et d'ailleurs, si nous ne vivions pas dans un monde un peu régulier, ben, l'évolution n'aurait jamais eu le temps de nous permettre d'exister. Donc forcément, il doit y avoir une certaine régularité pour qu'il y ait des gens comme nous, des êtres vivants comme nous, qui puissent ensuite commencer à se poser des questions. Mais ça, c'est l'exception, ce n'est pas le cas typique, nous dit Elisabeth Anscombe.
Alors revenons à cet exemple du chaos déterministe. Il faut de nouveau que vous imaginez là que mes petites boules, elles bougent. C'est très joli comme j'ai fait ça. Mais bon, voilà. Donc l'idée ici, lorsqu'on parle de chaos déterministe, c'est se dire l'évolution d'un système comme ça compliqué, ça pourrait être le climat. Tiens, le temps aujourd'hui, c'était pas prévisible il y a une semaine qu'il allait neiger comme ça aujourd'hui. Passer d'un système tellement compliqué, la météo, que des toutes petites causes peuvent avoir d'énormes effets. On a tous entendu parler de l'effet papillon, par exemple. Alors, je ne sais pas quel est le papillon qui a causé ça, mais en tout cas, il y a cette idée d'hypersensibilité aux conditions initiales. On va un peu développer ça. Donc, effectivement, c'est ces conditions initiales, les conditions au moment du Big Bang, ou même de la semaine dernière, pas besoin de remonter jusqu'au Big Bang. C'est quoi ça? Alors, on va simplifier le système. De nouveau, une démarche scientifique très typique. C'est beaucoup trop compliqué d'avoir ces milliards et des milliards de particules bleues. On va juste imaginer qu'on va tout résumer avec une probabilité là, entre 0 et 1. 0, la probabilité de pluie est nulle, donc il fait beau. 1, c'est qu'il pleut. Et puis entre deux, il fait plus ou moins beau. Une prévision météorologique qui nous annonce plus ou moins de soleil, plus ou moins de pluie. Et puis, la dynamique, comment est-ce que ceci évolue? Alors, on ne va pas prendre vraiment comme ça se passe dans la réalité, mais on va simplifier un peu et on va faire ce qu'on appelle la transformation du boulanger, qui consiste à tirer sur cette espèce de pâte et puis ensuite la replier. Et voilà, ça c'est une petite dynamique, peu importe. Ensuite, en faisant ça, le résultat sur un nombre qui serait les conditions initiales, donc là j'écris les conditions initiales, 0, virgule, et puis après vous avez des décimales. Tous, on sait toujours qu'il y a des nombres avec une virgule. Les nombres avec les virgules, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Alors là, je parle souvent de bits plutôt que de digits ou de décimales, mais en fait ça revient exactement, mais ne vous préoccupez pas de ça. Et donc cette dynamique que je viens de vous illustrer, cette fameuse dynamique du boulanger, revient à dire le premier... peu lent, système. Le premier bit disparaît, le deuxième devient le premier, le troisième devient le deuxième, le quatrième, le troisième. Donc tout se shift vers la virgule pour chaque, mettons que c'est chaque minute ici, d'une place par minute. Et donc, on comprend que dans cette dynamique-là, savoir si x est dans la moitié gauche ou dans la moitié droite après n pas, après n minutes, ça dépend du nème bit de la condition initiale. Alors, prenons le millième de ces décimales ou de ces bits. Il n'a aucune importance puisque c'est 0,1000 derrière. En fait, on s'en fiche complètement de cette probabilité. Par contre, dans 1000 minutes, ça devient déterminant. Et donc, la question naturelle, c'est est-ce que ce millième bit existe physiquement ? Mathématiquement, il existe, il n'y a pas de doute, ce n'est pas ça la question. La question n'est pas non plus de savoir est-ce qu'on peut le mesurer, non, on ne peut pas le mesurer, c'est trop petit. Mais est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il correspond à quelque chose de physique? Et vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non. Première chose importante, vous avez le choix, et il n'y en a aucun de ces deux choix qui est absurde ou qui est complètement faux. C'est un choix libre. Mais on voit déjà qu'il y a donc la possibilité de dire non, il n'existait pas encore. Alors regardons ce que c'est qu'un nombre réel typique, un de ces nombres à virgule. Alors voilà, je vous en montre un. Ah non, c'est pas encore là-dessus. Ça va venir. Là, je vous en montre d'abord des... Ah oui, ça c'est les nombres réels typiques, pardon. Ça c'est ceux Non, ça c'est les nombres réels dont on connaît le nom. Si je vous demande, donnez-moi un nombre, vous allez me dire 3, vous allez me dire pi, ou peut-être les plus sophistiqués vont me dire racine de 2, ou peut-être une fraction, des choses comme ça. Mais vous allez forcément me dire quelque chose que vous arrivez à prononcer. Donc il y a un nom. Ou de manière plus sophistiquée, un algorithme, qui est peut-être un nom un peu compliqué, mais qui est finalement quelque chose de fini qu'on peut mettre dans un ordinateur, par exemple. Alors que les décimales d'un nombre réel typique n'ont aucune structure. S'il y avait une structure là-dedans, par exemple des 3 qui se répètent sans arrêt, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ça c'est comme un tiers. Donc un tiers, ça c'est facile à dire. Mais 3, 3, 3, 3, 3, une fois infiniment, vous ne pouvez pas. Donc dès qu'il y a une structure, on peut utiliser cette structure pour nommer les noms. Combien est-ce qu'il y a de noms? En fait, des noms, on peut les numéroter. Vous avez déjà tous vu un dictionnaire, on voyait bien qu'on peut les numéroter, les noms. Par contre, les nombres réels, les nombres à virgule, il y en a une infinité continue. On ne peut pas les compter. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup plus.
Voilà, et puis ensuite, comment vraiment imaginer ces nombres qui viennent l'un après l'autre, ces décimales qui viennent l'un après l'autre. Peut-être la meilleure manière, c'est vraiment d'imaginer que c'est le résultat de nombres aléatoires. Donc ces nombres réels Nicolas, typiques, si je oui. me permets, tu peux peut-être expliquer un peu le schéma pour ceux qui ne connaissent pas le générateur de hasard. Juste, voilà, Oui, un oui, petit mot. donc ce qu'on imagine ici, c'est une source de photons, de petites particules, une lame séparatrice, et ensuite 2 détecteurs, un détecteur qu'on va appeler 0, l'autre détecteur qu'on appelle 1, et puis ensuite, lorsqu'une particule arrive dans ce détecteur, on va mettre un 0, et là, on mettra un 1, et comme ça, on voit qu'on produit effectivement une suite infinie, en l'occurrence, c'est des bits, pas des décimales, mais c'est le même principe que pour des décimales. Voilà, donc un nombre réel, je reviens sur la partie rouge, donc en haut, Émile Borel, c'est le mathématicien, a remarqué ou a fait la remarque qu'en fait, un nombre réel, un seul nombre réel, peut encoder les réponses à toutes les questions qu'on peut formuler dans n'importe quel langage humain. Ça fait vraiment beaucoup quand même. Mais effectivement, on peut le faire puisque dans un seul nombre réel, vous avez une quantité infinie d'informations. Donc si vous avez comme ça une ressource infinie, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et donc, justement, alors, Chatin, qui est un informaticien théoricien, lui a fait la remarque que la seule façon correcte de penser un nombre réel typique est comme une suite infinie de décimales produites par un vrai générateur aléatoire. Alors maintenant, on peut faire une certaine hypothèse que j'aime bien, qui n'est pas forcément nécessaire, mais que j'aime bien quand même. L'hypothèse, c'est qu'un volume fini, ce volume-là que j'ai entre mes mains, là, ne peut contenir qu'une quantité finie d'informations. C'est très naturel de se dire que dans un endroit fini, ou même dans toute cette pièce ici, c'est assez grand ici, un gros volume, là, c'est très beau, mais c'est fini. Et donc, il y aura une quantité finie d'informations ici dedans. Et donc, voilà, dans mon petit cube, là, il n'y aura qu'une quantité finie. Et donc, le centre de masse de ma petite bille que j'ai mis là dans mon petit cube ne peut pas être représenté par un nombre réel typique, puisqu'un nombre réel typique contient un nombre infini d'informations. Et donc, les nombres réels ne sont pas réellement réels. S'il y a une chose que vous devriez retenir aujourd'hui, c'est ça. Les nombres réels ne sont pas réellement réels. Les nombres que les mathématiciens appellent réels sont physiquement aléatoires, puisqu'il n'y a pas de structure dans les décimales. Voilà. Alors Descartes, il a appelé ces nombres réels, mais ça c'est pour des raisons historiques, par opposition aux nombres imaginaires, ça n'a rien à faire avec la réalité. Et ce seraient ces nombres aléatoires qui seraient à la base du déterminisme scientifique. Là on se dit, non mais ce n'est pas des nombres aléatoires qui peuvent nous inciter à croire au chaos déterministe ou à identifier la science au déterminisme. Voilà, puis maintenant je vais vous montrer donc un nombre réel typique. Ça commence par un 0, il faut que ça commence par quelque chose, ensuite il y a une virgule, puis ensuite il y a des décimales. Il y en a beaucoup, puis ça continue, puis j'ai fait attention qu'il soit vraiment aléatoire. Et puis là, si on a le temps, je crois qu'il y a un moment où on va s'arrêter, mais forcément ça va remplir l'écran, puis après ça va continuer, puis ça va traverser la Terre, puis ça va continuer, ça va traverser, ça va sortir du système solaire, ça va finir par sortir de la galaxie. Et ça continue, c'est infini, c'est impensable. Ces nombres réels ne sont pas réellement réels. Donc ça, c'est vraiment comme, je pense, la plupart des physiciens, en tout cas moi-même, s'imaginent un nombre réel. Mais là, je vais vous montrer comment les mathématiciens imaginent les nombres réels. Les mathématiciens, donc c'est des scientifiques, c'est des gens tout à fait merveilleux, et c'est très beau ce qu'ils font, les mathématiques, c'est très beau, mais ils ne s'occupent pas vraiment du réel, ces gens-là. Ils vivent dans leur monde platonique. Alors pour eux, ça se passe comme ça. Regardez bien l'écran. Attention, boum. Ah mais c'est excellent ce truc. Voilà, boum. L'électronique ici, elle est un peu lente. D'accord, mais vous avez bien vu, c'est boum d'un coup. Et ça ne s'arrête pas là en bas. On vient de traverser, sortie du système solaire, et ça continue. Et ça ne continue pas, c'est déjà fait. Ça a tout fait d'un coup. C'est une infinité d'informations en zéro temps. Et c'est ça à quoi il faut croire pour garder l'idée du déterminisme.
vous pouvez y croire, mais c'est un pur acte de foi, ça. Et donc, finalement, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, on parle souvent des mathématiques, au pluriel, même si en fait on n'apprend toujours qu'une seule sorte de mathématiques. Même à l'université, presque tout le monde n'apprend qu'une seule sorte de mathématiques. Mais il y en a plusieurs. En fait, il y en a vraiment beaucoup de types de mathématiques. Là, je vais vous en parler de deux. Il y a d'abord à gauche, là illustré par David Hilbert, un très célèbre mathématicien, les mathématiques classiques, ou les mathématiques platonistes. Et puis à droite, le père des mathématiques intuitionnistes, Brouwer. Alors, pour les mathématiciens classiques, ça va venir, voilà, chaque nombre réel est une entité individuelle totalement accomplie. Boum, tout d'un coup. Toutes les décimales sont données d'un coup, et ces nombres réels existent en dehors de l'espace-temps dans un monde platonique. Ensuite, dans ces autres mathématiques, qu'on appelle intuitionnistes, les nombres réels sont des processus qui se développent au cours du temps. C'est vraiment ce que je vous ai montré, une décimale après l'autre. Ça peut aller assez vite d'ailleurs, mais ça vient les uns après les autres. Donc les décimales ne sont pas données toutes d'un coup. Et là, on voit bien que le temps est absolument essentiel, parce qu'à chaque instant, il n'y a qu'une quantité finie d'informations. Alors, je ne vais pas vous faire maintenant un cours de mathématiques là-dessus, mais donc on comprend que finalement, en physique classique, plutôt que cette image d'Einstein de l'horloge universelle, on peut très bien s'imaginer que Dieu a un Dieu qui joue au dé au moment où une potentialité s'actualise. Évidemment, on pourrait aussi dire Dieu a lancé tous les dés au Big Bang et a codé tous les résultats dans les conditions initiales de l'univers. Mais on a le choix. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a le choix. On est en face d'un choix. Soit le présent révèle rétroactivement les conditions initiales d'un passé lointain, soit nous comprenons le présent comme résultant d'une réalité encore inachevée et le futur est ouvert. Et donc on voit que c'est finalement le langage mathématique qui nous pousse, nous les physiciens, à parler de chaos déterministe. Et si on change de langage pour passer aux mathématiques intuitionnistes, on parlera de chaos indéterministe. Ah oui, puis ça c'est intéressant, donc j'ai quand même encore parlé de ça. Les vrais physiciens, ceux qui ne font pas juste de la philosophie, mais qui font des vraies choses, un exemple très important de nos jours, c'est ceux qui simulent le climat. On aimerait bien savoir on va où là, dans 100 ans. Et ces gens-là, ils ont des énormes ordinateurs, ils ont des données en quantité incroyable, mais finalement, ce qu'ils vont faire, c'est prendre cet énorme paquet de données et mettre dans leur ordinateur. Mais ils peuvent en mettre qu'une quantité finie, parce que même un très gros ordinateur, c'est fini. Ils ne peuvent pas mettre une infinité de décimales. Donc, ils vont en mettre un nombre fini. Après, ils commencent leur simulation. Puis assez rapidement, quand ils ont peut-être simulé 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, ils n'ont plus assez de décimales. Ils arrivent dans les petites décimales qui n'ont pas été déterminées. Comment ils font? Ils rajoutent des nombres au hasard, des décimales au hasard. C'est voilà, les restes aléatoires, stochastic reminders. Donc en fait, les vrais physiciens, ceux qui travaillent vraiment, qui ont vraiment besoin, pas seulement de se poser la question abstraitement, mais qui ont besoin de produire des prévisions, ils font, sans le savoir d'ailleurs, des mathématiques intuitionnistes. Ça marche plus mon truc là? Enfin, voilà, ça y est. Alors maintenant aussi, une fois qu'on a compris que le monde n'est pas déterministe, on peut en faire quelque chose. Et là, je viens justement du côté de la deuxième révolution quantique qu'Inès a mentionné dans son introduction. Donc voilà une petite boîte, à peu près 4 cm sur 4, qui produit des résultats aléatoires, des nombres aléatoires. Alors, vous voyez, c'est certifié par l'Office fédéral suisse, c'est certifié par les militaires français, donc ça doit être vraiment sérieux. Et voilà, ça fonctionne comme je l'ai expliqué un peu avant, avec ces photons qui arrivent. On va avancer. Et on va aller maintenant sur la deuxième erreur d'Einstein. J'en suis où avec le temps, là? Complètement dans les choux ou ça va encore? Non, ça va encore. Alors, la deuxième erreur d'Einstein, et vous allez voir qu'il y a un lien avec la première. Elles ne sont pas indépendantes. Einstein était très cohérent. Donc, la deuxième, je le remets ici avec son ami Bohr, où Einstein lui dit il n'y a pas d'action fantôme à distance. Tout se passe localement.
Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour Einstein, parce que rappelez-vous, c'est Einstein qui a répondu au challenge de Newton, la théorie de Newton, comment la Lune sait où se trouve le centre de la Terre, en donnant une explication locale avec ces petites balles qui portent cette information de proche en proche, qui se propagent très vite, mais quand même qui se propagent de proche en proche. Et donc, au moment où la mécanique quantique est arrivée, avec sa non-localité à elle, que je vais très rapidement aussi présenter, eh bien, évidemment, il s'est dit, non, mais ça ne va pas, là, moi, ça fait à peine 10 ans maintenant que j'ai enfin rendu la physique locale, il y a cette nouvelle physique quantique qui arrive, et puis on me dit, mais non, finalement, c'est quand même non local. Donc, psychologiquement, c'est évident que Einstein ne pouvait pas accepter ça. Donc, ça a de nouveau donné lieu à un grand débat. Voilà, et là, je vous montre rapidement une expérience qu'on a fait à Genève. Donc, ça, c'est Genève, les Alpes, là-bas derrière. Il y a de la neige aussi, vous voyez. Et puis, on a fait une expérience, donc une grande distance. Je vous montre ça juste pour vous rappeler que c'est une vraie expérience avec des vrais résultats, comme vous le voyez là. Et ça n'a pas besoin. Et donc, finalement, on a donc à une grande distance, donc chez nous, là, c'était 10 km. Alain Aspect, il a fait ça sur environ 10 mètres, pas très loin d'ici d'ailleurs, oui. Et donc, on utilise ces générateurs aléatoires. Ce n'est pas exactement les mêmes, c'est un peu plus compliqué que ça, mais peu importe. Et on peut leur poser des questions, là, X et Y, et ils nous donnent des réponses, au hasard, évidemment, mais avec une certaine coordination, des corrélations. Puis maintenant, on va se poser la question, pourquoi les physiciens quantiques, sont convaincus de l'existence du hasard quantique? Donc, pour la physique classique, je vous ai dit, c'est une phalange. Vous croyez à cette infinité d'informations, et puis vous pouvez continuer à croire au déterminisme, vous rejetez l'infinité d'informations et vous passez du côté des indéterministes. En mécanique quantique, vous avez moins de choix, parce qu'avec deux hypothèses qui sont extrêmement simples, première hypothèse, c'est que l'espace existe vraiment. Il faut vraiment du temps pour aller de A à B. Aujourd'hui, avec le temps, je crois que vous êtes tous convaincus qu'il faut du temps pour se déplacer. Hein. Mais de manière générale, c'est une hypothèse tellement évidente que souvent, elle n'est même pas mentionnée. Enfin voilà, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il existe des systèmes indépendants. Je peux poser une question ici, ce qui revient en gros à tourner un polariseur, et je peux faire ça de façon indépendante du reste de l'univers. Il y a des choses indépendantes, je peux faire des choix. La même chose de l'autre côté. Puis la troisième hypothèse, ça c'est de nouveau une hypothèse quasiment évidente. Il y a très peu de gens qui vont nous dire qu'on ne peut pas faire de choix. La troisième, ce n'est pas une hypothèse, la troisième, c'est une observation expérimentale. Il faut faire une expérience, comme celle que je vous ai montrée avant, et cette expérience, voilà, elle vérifie qu'une certaine équation est au moins approximativement satisfaite. Les statistiques de cette expérience permettent de se dire, oui, on a vraiment que ce drôle de A plus B est égal à X fois Y. Et à ce moment-là, il y a un théorème. Donc un théorème, ce n'est pas quelque chose où vous pouvez juste dire oui ou non, j'aime pas, je préfère si, non. Encore une fois, en mécanique classique, vous pouvez dire oui, je préfère le déterminisme et puis une quantité infinie d'informations. Vous pouvez le faire. Ici, vous n'avez plus le choix, parce que c'est un théorème. Et le théorème, il vous dit les résultats A et B, là-bas, ils sont véritablement au hasard. Ou alors, si vous ne voulez pas qu'ils soient au hasard, vous devez soit dire l'espace n'existe plus, je ne sais pas très bien comment vous allez faire, soit dire qu'il n'existe pas de système indépendant. Je dois vous dire qu'il y a des collègues, dont de nouveau la fameuse Sabine Ossenfelder, qui essayent de contourner ce théorème en disant non, il n'existe pas de système indépendant. Ok, mais enfin, pour autant qu'on accepte qu'il existe des systèmes indépendants, à ce moment-là, on a un théorème, et puis voilà, c'est la fin. Donc, on a effectivement démontré que la physique est indéterministe. Bon. Vous avez Nature qui vous le prouve aussi, ça c'est un argument d'autorité. Ça, c'est pas important. Voilà, donc on a ici aussi que cette coordination qui se fait à cette grande distance, ces 10 km, c'est une coordination non locale. On ne peut pas décrire ça comme, disons, il n'y a pas l'équivalent des gravitons d'Einstein, ces petites balles qui vont pas de la Lune à la Terre. Dans ce cas-là, ça serait depuis ce village-là, Bellevue jusqu'à Bernay, qui porterait l'information. C'est vraiment de façon non locale que ces corrélations s'établissent, sans aucune influence qui se propagerait continuellement de proche en proche. Bon, on va sauter là-dessus. Voilà, puis ensuite,
je reviens à mon petit... parce que je suis très fier qu'on ait pu développer ça à Genève, dans cette société, la idée quantique. Mais une fois qu'on a fait ça, puis qu'on commence à avoir du succès, on a moyen de payer des ingénieurs. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ingénieurs ici, mais ces gens-là sont merveilleux. Ils sont capables de prendre ça et ils vous le mettent dans une petite puce qui fait juste quelques millimètres carrés, je crois 1,5 ou 2, des choses comme ça, et qui consomme à peu près rien, hein, des microwatts. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre ça dans un téléphone. Vous reconnaissez facilement la marque du téléphone. Il est là, notre petit générateur aléatoire. Et ces générateurs aléatoires sont donc utiles parce que vous avez toujours besoin, vous le savez bien, de mots de passe. Et puis des ordinateurs, ou téléphone, c'est un ordinateur, ont aussi besoin, lorsqu'ils vont communiquer avec une banque, avec un hôpital, de générer des mots de passe. Et donc, ils utilisent ces générateurs aléatoires quantiques. Voilà, donc on en arrive à ces deux erreurs. Donc, le déterminisme n'est plus qu'un acte de foi. Vous pouvez toujours y croire, mais il faut vraiment mettre en cause les hypothèses que je vous ai énoncées tout à l'heure. Et surtout, ce qui est vraiment important, on a la rigueur scientifique. Moi, j'y tiens toujours à la rigueur scientifique, hein, ça, on n'abandonne pas. Mais cette rigueur scientifique n'implique pas le déterminisme. Peut-être ce qu'il faut quand même rajouter pour ne pas donner de fausses illusions, c'est que l'indéterminisme, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas du n'importe quoi. Il reste quand même des lois précises, des lois qui prédisent des statistiques qu'on peut tester au laboratoire, etc. C'est ce qu'on appelle donc des lois de probabilité. Ça reste définitivement. Et donc, le monde n'est pas une gigantesque horloge. Et certaines corrélations ne s'expliquent pas par des influences se propageant continuellement de proche en proche. Voilà, ça c'est moi il y a 50 ans au Kerala, en lisant mon premier papier sur Bell que tu as mentionné dans l'introduction. J'étais en vacances là-bas. Et je crois que j'ai juste remis la conclusion. C'est fou, j'ai jamais vu une électronique aussi lente. Je ne sais pas comment vous faites, ça doit être difficile de faire des électroniques aussi lentes. Enfin voilà, donc je ne vais peut-être pas répéter encore les conclusions, mais c'est ce que je vous ai déjà dit. Et voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu que science n'implique pas déterminisme, ou que rigueur scientifique n'implique pas déterminisme, même si dans ces modèles indéterministes, il reste des lois de probabilité très précises et qui peuvent continuer à être testées en physique ou en sciences expérimentales. On continue bien sûr à tester nos prédictions. Là-dessus, je vous remercie pour votre attention. J'espère que les gens là-bas derrière, leurs ordinateurs sont toujours avec nous. Et je remercie surtout ceux qui ont pu venir m'écouter en direct ce soir. Merci. Merci infiniment, cher Nicolas, pour cette belle conférence qui réunit les mathématiques, d'ailleurs c'est ta formation aussi de base, et avec le monde physique, et qui nous met aussi face aux énigmes et effectivement au bousculement, hein, au bouleversement de nos concepts sur ce que c'est que la science, ce qu'on attend d'elle, et qui rétablissent effectivement cet indéterminisme qui permet de ne pas définir les sciences aussi comme étant ce qui se confond parfois dans l'esprit, dans notre imaginaire, avec une forme de déterminisme, effectivement, même s'il reste partiel. Alors, je vais te poser juste quelques questions qu'évoque ton exposé avant de laisser la parole. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre question sur le chat. Donc là, tu as parlé... Je reviens d'abord aux réels, qui sont réellement pas réels. Et j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus. C'est très important, je trouve, comme point que tu évoques. Quand tu dis, par exemple, comment tu définis leur réalité? Est-ce que c'est la correspondance avec une réalité physique? Et dans ce cas, est-ce que cette réalité physique émanerait de la physique classique, ou est-ce qu'elle peut aussi émaner de la physique quantique, où la notion de réalité est quand même un peu floue? Voilà. D'accord, merci Inès. Donc, je suis un physicien, donc quand je parle de la réalité, je parle effectivement de la réalité physique. Après, évidemment, il y a certainement d'autres plans de la réalité, etc., mais ce n'est pas à moi d'en parler. Donc,
la réalité physique, c'est quelque chose qui existe véritablement, j'ai envie de dire, là dehors, dans la nature. Et donc, quand je dis que les nombres réels ne sont pas réellement réels, ça veut dire qu'ils ne correspondent pas, les nombres réels typiques ne correspondent à rien de physique là dehors. Il n'y a aucune entité qui représente ça, tout simplement, parce que je ne pense pas qu'il y a là dehors une quantité infinie d'informations. D'accord. Maintenant, avec la question sur le quantique, donc là, je n'ai pas tellement parlé d'interprétation de la physique quantique, mais je fais partie des réalistes. Donc je pense, voilà, évidemment, la théorie quantique est supérieure à la théorie classique. Je ne pense pas que la théorie quantique soit la fin de la physique, mais elle est supérieure à la théorie classique. Donc c'est une meilleure approximation de la réalité, du monde là, qui nous entoure. Et c'est notre conception de la réalité qui doit s'adapter à la physique quantique plutôt que d'essayer de squeezer la théorie quantique pour la rendre plus classique, en un sens. Et puis, il n'y a rien dans le concept de réalité, à mon avis, qui est contredit par la physique quantique. Souvent, les gens confondent d'ailleurs réalité ou réalisme avec déterminisme. Mais ce sont deux choses différentes. Moi, je crois à la réalité de l'indéterminisme. Ça veut dire que je crois à la réalité des probabilités. Souvent, on parle plutôt de propension, mais voilà. J'ai même des papiers là-dessus. Mais voilà, ces probabilités, elles sont objectives. Donc, ce n'est pas une histoire que c'est pas mon ignorance qui crée des probabilités objectives. Ces probabilités objectives, elles existent là dehors. La millième décimale de la condition initiale, elle n'est pas encore déterminée. Elle a une certaine propension de finir comme un 0 ou de finir comme un 1, de finir déterminée dans le futur, mais aujourd'hui, elle est indéterminée avec une certaine propension. Merci. Justement, par rapport aux interprétations, quand tu parles de non-localité, c'est vrai que c'est plutôt un aspect qu'on évoque quand on parle des théories à variables cachées non locales. Ça veut dire qu'il y a effectivement des objets. Ce sont des théories qui réhabilitent l'ontologie, quelque chose qui existe là indépendamment de nous. Alors, est-ce que du coup, tu serais favorable, qui résolvent en quelque sorte le problème de la mesure, mais bon, comme tu sais, qui ramène, qui translate, qui décale le problème, parce que ça suppose qu'il y ait des quantités auxquelles on n'a jamais accès. Qu'est-ce que tu penses de ces interprétations ? Encore une fois, moi, je vois ça de façon très, très réaliste. Donc, il y a effectivement cet indéterminisme, qui soit décrit de façon quantique ou classique, et il y a effectivement un moment où on passe des propensions ou des potentialités à des actualités. Donc, le temps dans un mois n'est pas encore déterminé aujourd'hui, mais évidemment, dans un mois, soit il fera beau, soit il pleut, soit il neige, etc. Il sera déterminé dans un mois. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore déterminé. Et donc, il y a cette transition du potentiel à l'actuel. C'est ce que tu appelles le problème de la mesure, qui n'est à mon avis pas spécifiquement quantique, qui est vraiment cette faculté qu'a la nature de créer créer le temps finalement, de créer le passage du temps qui permet une accumulation d'événements qui n'étaient pas nécessaires. Si je laisse, je ne vais pas le faire, hein, mais si je lâche mon micro, il va tomber. On est tous d'accord, hein, on sait qu'il va tomber. Ça, c'est un cas déterminé, il n'y a pas de doute. Mais il y a beaucoup de choses, encore une fois, pour le temps, alors avec mes petits générateurs aléatoires là, qui sont dans les téléphones Samsung, là, le prochain bit, avant qu'il sorte, il n'est pas déterminé. Il est simplement totalement non déterminé. Et en quelque sorte, mes petites puces de générateurs aléatoires sont capables de créer, en l'occurrence, des centaines de milliers d'actes de création par seconde. Alors, chaque acte de création, c'est juste un bit, hein, c'est tout petit. Mais enfin, quand même, il y en a des centaines de milliers par seconde de petits actes de création. Et là, ce n'est pas le religieux qui parle, c'est le physicien. Il y a des actes de création, c'est la nature qui est capable de faire ça. Justement, j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Qu'est-ce que tu appelles aussi pure création ? Qu'est-ce qui ne serait pas une pure création ? Si je lâche mon micro, encore une fois, je ne vais pas le faire parce qu'il y a des gens là qui commencent à s'inquiéter, il va tomber et il va peut-être se casser. Hein, mais là, il va tomber, c'est sûr. Il va peut-être se casser, c'est pas sûr. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. C'est trop compliqué, c'est chaotique. Donc, il y a vraiment les deux. Là. Je le lâche, il tombe. Ça, c'est déterminé. C'est un événement, il n'y a aucune création, il n'y a rien d'original à ce qui tombe. On sait tout ce qui va tomber. Par contre, est-ce qu'il va se casser ou pas ? Ce n'est pas déterminé à l'avance. Et donc,
que le résultat soit qu'il ne s'est pas cassé ou que le résultat il s'est cassé, bon, je simplifie parce que je considère que deux possibilités pour simplifier, mais ce résultat-là, il n'est pas déterminé à l'avance, il va se déterminer au moment où il a lieu, où il s'actualise. Et est-ce que cela ne nécessite pas, justement, en physique quantique, qu'il y a un acte d'observation pour pouvoir créer ou pas? Est-ce que ça se fait spontanément ou pas? Ça se fait spontanément. Alors évidemment, il n'y a pas de micro sur la Lune, etc. Mais si derrière la Lune, il y a un caillou qui tombe parce qu'il y a eu une météorite qui a secoué la Lune, et puis ça fait bouger quelques petits cailloux, ça arrive, hein, à ce moment-là, vous allez aussi pouvoir vous poser la question, ce petit caillou, s'il était au sommet d'une petite colline, il va dévaler un petit peu cette petite colline. Est-ce qu'il va à la fin se casser en deux ou pas? Ce n'est pas déterminé à l'avance. C'est la nature qui spontanément fait ça. Et je vous garantis qu'il n'y a personne derrière la Lune pour l'observer. Ok, merci. Alors, peut-être que je vais te poser une dernière question, même si j'en ai encore d'autres. Par rapport tu as parlé d'affirmations indécidables. Ça me rappelle Gödel. Est-ce que tu as réfléchi aussi au lien avec ça te rappelle quoi? Excuse-moi. Le théorème de Gödel avec les affirmations? Oui. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à cette... Est-ce qu'il y a un lien ou... Oui. Oui, il y a un lien, parce qu'effectivement, il y a aussi de l'indécidabilité. Indécidabilité, pardon. Mais par contre, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller sur un développement de la théorie de la logique comme Gödel a fait. Il y a des choses, encore une fois, qui est beaucoup plus simple. Le temps dans un mois, aujourd'hui, ce n'est pas décidable, parce que ce n'est pas encore décidé. Même Dieu ne le sait pas. Moi, je dirais plutôt, même la nature ne le sait pas. C'est juste pas décidé aujourd'hui. Et pourtant, dans un mois, le temps sera ce qu'il sera. Ok, très Donc bien. aujourd'hui, c'est indécidable. Très bien. Je vois. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la place aux questions du public. Des questions ici déjà, oui. Allez, Merci beaucoup. Vers la fin de votre présentation, vous avez dit qu'une des conclusions de la théorie quantique, c'était qu'elle était non locale. Est-ce que ça enfreint pas la première hypothèse dans le raisonnement qui a amené à conclure qu'on n'avait pas de déterminisme en physique quantique? Alors, la réponse courte, c'est non, mais je vais un peu élaborer là-dessus. Donc effectivement, cette première hypothèse, elle dit qu'il ne peut pas y avoir ni un objet physique, ni même simplement de l'information qui va de A à B instantanément. Ça, c'est aussi d'ailleurs une conséquence de la relativité. Par contre, quand on parle que la physique quantique est non locale, ça ne veut pas dire qu'il y a des objets qui peuvent aller de A à B tout à coup instantanément. Ça veut simplement dire qu'il y a des corrélations qui vont, ces résultats qui sortent, que j'ai appelés petit a et petit b, ces résultats produits par ces expériences sont corrélés d'une façon qui ne peut pas s'expliquer par quelque chose qui était simplement prédéterminé à l'avance. Donc, peut-être qu'on arrive à revenir un peu en arrière là-dessus. Ah oui, ça va plus vite en arrière qu'en avant. Pourquoi? Voilà. Donc ici, on voit... Donc, l'hypothèse 1, c'est que rien ne peut sauter ou aller d'un côté à l'autre instantanément, mais le rien là, c'est aucune information, ni aucun objet matériel, ni aucune énergie, rien de physique. Par contre, ce qu'on a ensuite ici, on a une corrélation. Alors, A plus B égale X fois Y, c'est une manière de dire, je l'ai sur le slide précédent que j'ai sauté. Comment est-ce que j'ai ça? Pourquoi ça avance nouveau plus, ce truc-là? Ici. Voilà, ça c'est le jeu de Bell. Je ne l'ai pas expliqué, mais puisque vous posez la question. Donc, on peut poser des questions, et puis il se trouve parfois que par hasard, des deux côtés, on pose la même question. Et si on pose la même question, non, pardon, ici sont les questions. Par exemple, si on pose la question 0 et 0, donc la question qu'on appelle 0, on compte depuis 0 parce qu'on est un peu influencé par les informaticiens, mais peu importe. Si on pose la même question, le système va toujours donner les mêmes réponses des deux côtés. Donc A égale B. Lorsque c'est 0 et 1, les deux questions, on a aussi des réponses qui sont toujours identiques.
Quand c'est 1 et 0, les réponses sont toujours identiques. Donc jusqu'à là, on se dit, bon, c'est facile, il n'y a qu'à se mettre d'accord à l'avance pour toujours donner les mêmes réponses. Sauf que lorsque les questions sont 1 et 1, les réponses sont toujours différentes. Et maintenant, vous pouvez passer votre soirée à essayer de gagner à ce jeu, et vous allez rapidement vous convaincre que c'est impossible ce truc. Sauf que la physique quantique, voilà, c'est expliqué dans le bouquin, là. C'est expliqué. Donc effectivement, c'est impossible, c'est impossible classiquement. Mais la physique quantique est capable de le faire. Et comment la physique quantique fait-elle? C'est qu'elle donne des réponses au hasard avec une corrélation. Voilà. Donc on a vraiment... voilà. La nature est capable de se coordonner à distance, ou si vous voulez, de donner des réponses qui sont au hasard, mais ce hasard, en quelque sorte, se manifeste des deux côtés à la fois. Alors, ça n'existe pas en physique classique, donc vous ne pouvez pas avoir ça dans votre cuisine comme ça, spontanément, mais en physique quantique, si on se donne la peine de faire les expériences proprement, on est capable de démontrer ça. Et ça, c'est, encore une fois, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir enfin dire... ça doit être vrai puisque le comité Nobel a donné le prix à Aspect et compagnie, un argument d'autorité. Mais si vous lisez le bouquin, tout le livre a comme but de pouvoir expliquer ça aux non-spécialistes en français, sans équation. Mais je ne vais pas vous dire qu'il est facile, le livre, puisque le but, c'est de vous expliquer comment ça se passe vraiment. Puis ce n'est pas facile, mais au moins, vous avez une chance, enfin j'espère avoir... C'était le but, disons, du livre, de vous donner une chance de comprendre. Merci beaucoup. Mais si je peux juste enchaîner, le fait de dire qu'on n'a pas de déterminisme, on peut dire que c'est autant contre-intuitif que le fait de dire qu'on n'a pas de transmission d'informations ou d'objets à distance. Donc, qu'est-ce qui fait que on suppose qu'on n'a pas de transmission à distance est plus accepté que de supposer qu'on n'a pas de déterminisme? Oui, alors, j'aime bien votre question. Alors, de nouveau, si c'est en physique classique, comme je l'ai dit, à mon avis, vous avez vraiment le choix. Soit vous dites, voilà, j'accepte une quantité infinie d'informations, et puis à ce moment-là, vous pouvez continuer à croire au déterminisme, soit vous rejetez la quantité infinie d'informations, et vous êtes à ce moment-là quand même poussé vers l'indéterminisme. En physique quantique, c'est vrai que vous pouvez renier une de ces deux hypothèses. Et puis si vous êtes prêt à dire finalement l'espace n'existe pas, on peut vraiment se balader sur une distance de mettons 10 km, puisque l'expérience a été faite sur 10 km, en 0 temps, si ça vous paraît acceptable comme hypothèse, oui, vous pouvez rester déterministe. Ça ne me paraît pas moins acceptable que d'abandonner le déterminisme, c'est ça que j'essaie de dire. Voilà, alors là, nous, c'est une question de choix. Au moins, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord qu'on a le choix. Ça, c'est vraiment important. La rigueur scientifique n'implique pas le déterminisme. Maintenant, pour continuer à quand même croire au déterminisme, il faut croire à cette quantité infinie d'informations et puis rejeter une de ces deux hypothèses. Soit que l'espace n'existe pas, en fait, on peut se balader sur 10 000 km en 0 temps, soit il n'existe aucun système indépendant. Tout dépend de tout. Ça, c'est le point de vue de nouveau de Sabine Rosenfelder. Donc, c'est des gens tout à fait intelligents qui pensent comme ça. Moi, j'avoue que je ne me vois pas du tout renoncer à une de ces deux hypothèses. Et donc, je me sens forcé vers l'indéterminisme. Mais j'ajouterais quand même, pour être aussi honnête, je trouve le déterminisme beaucoup plus difficile et moins intuitif, donc plus difficile à accepter et beaucoup moins intuitif. Je vois absolument pas en quoi le déterminisme serait quelque chose d'intuitif. Franchement, si on n'avait pas la science, la Lune qui tourne autour de la Terre depuis des millénaires, etc., qu'est-ce qui nous aurait fait penser que le monde est déterministe? Regardez le chaos dans lequel on vit. Bon, je sais que c'est un mauvais jeu de mots en ce moment, mais quand même, honnêtement, indépendamment de toute la situation géopolitique, allez dehors, regardez la neige qui tombe, allez me dire que ça c'est déterministe. Il faut avoir été vraiment infecté par la science pour y croire au déterminisme. Ça c'est mon point de vue. Mais ensuite, oui, vous pouvez avoir un point de vue différent, ça c'est évident. Mais alors, si vous voulez
rester quand même compatible avec les théorèmes, ce théorème mathématique, qui est très simple d'ailleurs à prouver, vous devez nécessairement renoncer à une des deux hypothèses là-haut, ou bien dire que les expériences ont été mal faites. Mais comme ces expériences, elles ont été faites tellement souvent, en fait, je crois sur tous les continents maintenant, je ne sais pas si c'était fait en Antarctique, mais enfin, en tout cas, dans tous les autres continents, bon, le résultat expérimental, il est là, on est d'accord. Hein. Donc, il est là. Maintenant, oui, vous pouvez dire... Ah, ça c'est la spécialiste qui a vu. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Oui, celle-là. Oui, oui. Ça c'est une expérience que j'aime beaucoup, qu'on a faite à Genève. Là, j'ai pas eu vraiment le temps. Donc l'idée, c'est de nouveau, on a Alice et Bob, on pose les questions, etc. On a les résultats. De nouveau, là. Mais ce qu'on a rajouté en plus, en suivant une idée effectivement de... Bon, on ne le voit pas là-dessus. Ah oui, si, Souares et Scarani, là, en haut à droite. C'est-à-dire, on va mettre les observateurs en mouvement. Ils vont se déplacer en s'éloignant les uns des autres, très vite, comme dans une Ferrari, ou peut-être même encore plus vite qu'une Ferrari. De telle sorte que selon la relativité spéciale, la relativité disons, un peu standard, du point de vue d'Alice, qui est ici à gauche, elle fait la mesure avant l'autre, avant Bob. Mais vous savez qu'en relativité, si on se déplace relativement, comme là c'est le cas, puisqu'ils s'éloignent l'un de l'autre, en fait, du point de vue de Bob, selon son référentiel d'inertie, c'est Bob qui est le premier à faire la mesure. Alors maintenant, pour qu'ils s'influencent, pour continuer à penser qu'ils sont en train de s'influencer, il faut non seulement sauter à travers l'espace sans temps, mais il faut même sauter en arrière dans le temps. Alors, sauter en arrière dans le temps, vous pouvez toujours y croire, mais vous voyez, ça commence à devenir quand même plus compliqué que de simplement admettre que le monde est un déterministe. Merci. Alors, j'ai vraiment une question de béotien, mais si on peut revenir à l'expérience des deux générateurs de nombres aléatoires, en fait, je n'ai pas compris comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que X, qu'est-ce que c'est que Y, qu'est-ce que c'est que A, qu'est-ce que c'est que B, et qu'est-ce qu'on teste. Du coup, je suis complètement paumé. Oui, ok, très bien. Merci de poser les questions, parce que ça me permet effectivement de prendre un peu plus de temps pour expliquer ça. Alors, ça, c'est un peu, évidemment, un dessin un peu schématique. L'expérience réelle, c'est plus compliqué que ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est X? Alors, X, c'est le choix de quelle mesure on fait. Donc, ici, dedans, on a, par exemple, un séparateur de polarisation. C'est un objet qu'on peut tourner. Et on va décider, des fois on fait l'expérience en l'ayant tourné comme ça, puis des fois on le tourne comme ça. Alors on ne le tourne pas à la main, ça se tourne de façon électronique, mais en principe on pourrait faire l'expérience en tournant vraiment le polariseur à la main. D'ailleurs la première expérience d'Alain Aspect ici, il le tournait encore à la main. Donc X et Y, c'est dépendant d'un être humain qui fait ce qu'il veut. Exactement. Ou d'un programme informatique qui est prédéterminé. C'est ça. D'accord. Alors, ça pourrait être un être humain. Évidemment, dans les expériences, souvent, on répète ces expériences 1 million de fois, puis on ne va pas demander même à un étudiant de tourner ça 1 million de fois. Donc, finalement, c'est fait de façon automatisée. Et puis, l'aléatoire du choix est généré par un ordinateur, par exemple. Et puis ensuite, cette expérience, elle sort un résultat. Ça, c'est le résultat de l'expérience. A pour chez Alice et B chez Bob. Et ces résultats d'expérience, là, on choisit aussi des cas très simples. On peut faire des choses plus compliquées, mais dans le cas simple, c'est juste une réponse binaire. Donc le A peut être égal à 0 ou il peut être égal à 1. Et la même chose pour le B de l'autre côté. Et puis ensuite, on va regarder, est-ce que c'est... Donc les choix, c'est des 0 et des 1, les sorties, c'est des 0 et des 1, et on va voir avec quelle probabilité il satisfait cette équation. Vous n'avez pas besoin de connaître l'équation, mais voilà, il y a un certain test, puis on se dit, tiens, ça le satisfait. En fait, pour arriver à la conclusion, il faut que cette équation satisfaite dans plus de 71% des cas. Et si on retourne... Voilà. Et là, vous voyez les chiffres. Tous ces chiffres, c'est des... Enfin, moi, je dirais 90, vous diriez 90. Mais enfin, en tout cas, c'est plus... Ah oui, puis j'ai dit 71, vous n'avez rien compris. Si, ça va. Donc, en tout cas, on est au-delà, on est nettement au-delà. On n'est pas du 100%, hein, c'est vrai, mais on est au-delà. Et donc, l'expérience est concluante.
Donc ça veut dire qu'on a deux suites d'ordres qui a priori n'ont rien à voir entre elles, et on trouve une corrélation très forte entre ce qui se passe entre les deux, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et cette corrélation ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas du hasard. Okay. Et bien sûr, ce qu'on doit faire avant, ça, on commence par distribuer de l'intrication depuis une source qui se trouvait ici près de la gare de Genève vers Alice et Bob. Là, je ne vous ai pas fait toute la théorie de l'intrication, mais on doit envoyer des photons à travers des fibres optiques de Swisscom. C'est pour ça que vous avez le petit logo Swisscom, parce que c'est eux qui ont prêté les fibres optiques. C'est des fibres optiques télécom tout à fait standards, tout à fait les mêmes que celles qu'on utilise lorsqu'on va sur Internet ou qu'on regarde la télévision. Merci. Alors, on a des questions effectivement sur le chat. Donc, la première, effectivement, je pense que la demande d'explication sur la question de non-localité était partagée aussi par des auditeurs sur le chat. Je lis la question quand même pour voir s'il y a un point supplémentaire à ajouter. Le même hasard en 2 points distants ne pouvant communiquer à la vitesse c. Bon, 3 petits points. Dites-nous en plus, notre espace est-il en contact avec un point entre guillemets thermostat où la vitesse est infinie ou non locale, par exemple? Voilà. Est-ce que c'est une manière de se représenter, adéquate de se représenter la notion que vous avez exposée? Oui, bon, c'est des bonnes questions. Alors, donc, effectivement, on pourrait imaginer, il y a des modèles, il y a des gens qui défendent ce point de vue, qu'en fait, il y a effectivement une sorte de communication cachée à vitesse infinie. Le modèle de Bohm. Ça, c'est une possibilité logique. Alors, pourquoi j'en ai pas beaucoup parlé? D'abord parce qu'il y a un temps fini, mais aussi parce que vous avez compris que j'aime pas les infinis. Et lorsqu'on me dit ça va à vitesse infinie, voilà, on a de nouveau de l'infini là-dedans. On peut toujours, je pense en science, on peut toujours inventer une hypothèse qui permet de s'arranger avec à peu près n'importe quoi. Mais il faut quand même faire attention que ces hypothèses, elles aient une grande cohérence avec l'ensemble des sciences. Donc, déjà ici, vitesse infinie, puis ça ne peut pas aller juste à extrêmement vite. Hein. Même si ça allait à 100 000 fois la vitesse de la lumière, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller à vitesse infinie. Sinon, ça ne suffit pas. Donc ça fait quand même... c'est un infini actuel, sinon ça ne marche pas. Et puis l'autre problème du modèle de Bohm, c'est qu'il est totalement incompatible avec la relativité, même la relativité restreinte. Donc on ne peut plus espérer mettre la mécanique quantique et la relativité, ces 2 piliers de la physique moderne, dans un cadre conceptuel unique. Donc voilà, ça c'est mes explications de pourquoi j'aime pas ça. Et alors qu'est-ce que j'aime par contre, qui a aussi été cité par cette auditrice ou cet auditeur, c'est l'idée d'un hasard qui se manifeste à plusieurs endroits à la fois. Alors, on n'a pas l'habitude qu'un événement puisse être comme ça délocalisé. Ça veut dire quoi? Mais pensez, si vous commencez à vraiment prendre en compte la possibilité d'événements au hasard, rien n'empêche ce hasard de se manifester à plusieurs endroits à la fois, tant que ça ne se manifeste que par des corrélations et pas par des causalités. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui va d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de violation de la relativité. Il y a juste une corrélation. Puis on sait, en tout cas c'est un fait, que les corrélations ne sont pas toujours dues à une causalité. Et donc on peut très bien imaginer des événements au hasard qui se manifestent à plusieurs endroits à la fois. Ce n'est pas habituel, mais ce n'est en contradiction avec aucun principe connu. Et ça explique aussi une manière qui nous permet de parler de cette non-localité quantique sans contredire quoi que ce soit. Alors, il y a un auditeur qui est un peu perplexe sur ce que vous venez de dire et qui nous dit « Pourriez-vous expliciter l'ambiguïté suivante, une corrélation associée au hasard ?» Et il y a 4 points d'interrogation. Seulement. C'est qu'il a déjà bien compris, alors. Pourriez-vous expliciter l'ambiguïté suivante, une corrélation associée au hasard?
pour gagner à satisfaire cette équation, hein, gagner à ce jeu de Bell, comme je dis, il y a une corrélation. Hein, on peut poser des questions binaires de chaque côté, donc il y a la paire de questions 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, et dans 3 de ces 4 cas, les réponses doivent être les mêmes. Déjà, pour que les réponses soient les mêmes, il faut déjà qu'il y ait une coordination, il faut qu'ils soient mis d'accord. Mais ils peuvent se mettre d'accord, mettons, à l'avance. Donc, ils n'ont pas besoin de sortir des résultats au hasard. Ils se mettent d'accord à l'avance, ça va. Mais dans le 4e cas, et ils ne savent pas à l'avance quelles questions ils vont recevoir quand. Dans le 4e cas, ils doivent donner des réponses différentes. Donc, s'ils répondaient là simplement au hasard, jamais ils arriveraient à gagner à ce jeu de Bell avec une probabilité suffisante. Donc, on peut vraiment voir que la mécanique quantique permet à ces résultats d'être coordonnés sans qu'il y ait causalité. Il n'y a pas de causalité parce qu'il n'y a rien qui va d'un côté à l'autre, il n'y a non plus rien qui vient d'une source qui aurait prédéterminé les résultats, et pourtant, il y a une forte corrélation. Donc, voilà, c'est ça, il y a une corrélation, ils répondent toujours, très souvent juste, c'est-à-dire soit ils donnent la même réponse, ou soit au contraire, ils donnent des réponses différentes suivant la paire de questions qu'ils ont reçues. Alors, c'est peut-être beaucoup pas encore suffisant. beaucoup de réactions. Est-ce qu'il a enlevé un des 4 points d'interrogation, ou il en a rajouté un? Et donc, une réaction à ce que vous venez de dire, on peut penser ce hasard comme une source de bruit aléatoire et non locale. Oui, tout à fait. Oui, c'est une source de bruit. Du bruit, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de structure, c'est juste au hasard, effectivement, mais elle est non locale, effectivement. Une remarque je peux prendre, dans mon bouquin, j'en ai une illustration comme ça. On peut imaginer une ligne de téléphone. On a, mettons de nouveau nos amis là, Alice et Bob, qui sont aux 2 extrémités de la ligne de téléphone. Puis voilà, le téléphone est un peu détraqué. Ils entendent du bruit. Ils n'entendent que du bruit. Ils n'arrivent pas à se parler parce qu'il n'y a que du bruit. Puis après, bon, ils se rencontrent, etc. Puis ils se rendent compte qu'en fait, ils entendaient toujours exactement le même bruit. Donc là, on voit aussi qu'il y a une corrélation très forte. C'est exactement le même bruit des 2 côtés. Mais évidemment, il n'y a aucune transmission d'information. On peut crier dans le téléphone, de l'autre côté, il n'entend rien. Le correspondant n'entend rien d'autre que toujours le même bruit. Donc ça ne lui sert à rien. Il n'y a pas de transmission d'information et pourtant, il y a une très forte corrélation. Alors, une remarque de M. Joran qui dit « Il n'y a pas d'information qui circule entre particules intriquées ». Alors, il faudra peut-être expliquer la notion de particules intriquées. Je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs comprennent ce que c'est. Einstein l'ignorait, donc cette notion, en 1948, théorie de l'information. Donc, pas d'erreur de sa part, il raisonnait avec la connaissance de son temps. Alors, est-ce que vous pourriez dire ce que c'est que des particules intriquées? Oui. Alors, bon, c'est pas facile. Disons, l'intrication, c'est, disons, la ressource qui est nécessaire pour pouvoir gagner à ce jeu de Bell. Donc là, pour pouvoir gagner à ce jeu de Bell, on commence par distribuer entre Alice et Bob, donc les 2 villages, vous voyez là-haut, entre Bellevue et Bernay, des photons, des particules de lumière qui sont intriquées. C'est une forme de corrélation. On peut aussi, peut-être plus simplement que dire intrication, on peut simplement dire corrélation quantique. Donc on distribue des corrélations quantiques, mais il n'y a pas encore, c'est pas encore des 0 et des 1, c'est encore purement quantique, c'est purement des potentialités, si vous voulez. Et puis une fois qu'on a distribué cette intrication, on peut gagner à ce jeu de Bell. Maintenant, sur l'autre point que ce monsieur dit, Einstein ne savait pas, c'est parfaitement vrai. Donc encore une fois, j'espère que j'ai été assez clair au début, ce n'est pas du tout une critique d'Einstein, ça. Einstein ne pouvait pas tout savoir. Même un génie comme Einstein ne sait pas tout. Donc effectivement, il n'y avait pas la théorie de l'information, effectivement, même le concept d'intrication était balbutiant. Certainement, on n'est pas du tout au même niveau d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de générateur quantique aléatoire. Il y avait cette incapacité totale de distribuer des photons sur 10 km par des fibres optiques. D'ailleurs, il n'y avait pas de fibres optiques à l'époque. Il n'y avait pas non plus de détecteur de photons, etc. Donc, effectivement, la physique, évidemment, depuis l'époque d'Einstein, a fait énormément de progrès. Il y a eu énormément de gens qui ont travaillé là-dessus. Et sans toutes ces générations de physiciens, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut dire que dans certaines affirmations d'Einstein, qui étaient peut-être très fondées à son époque,
aujourd'hui, elles ne sont plus fondées. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et puis après, je reprendrai pour les questions. Non? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que pour toi, la notion de non-déterminisme classique que tu présentes est exactement la même, complètement différente ou reliée à la notion d'interministe quantique? Oui. Alors, bon, la réponse se trouve dans notre dernier papier sur l'archive, où exactement on adresse quelle est vraiment la différence entre ces deux. Parce qu'effectivement, il y a l'indéterminisme des deux côtés. Est-ce que c'est la même chose? Et la réponse qu'on donne, c'est que non, ce n'est pas exactement la même chose. La différence, en fait, on peut le ramener à l'existence d'un H-bar qu'on a en physique quantique, qu'on n'a pas en physique classique. Donc, on a des grandeurs physiques incompatibles en physique quantique, alors qu'en physique classique, il n'y a pas de quantité incompatible. Et donc, en physique classique, on peut rajouter des variables cachées non contextuelles. Ça, je me permets de dire à Marc Olivier parce qu'il comprend ce que je suis en train de dire. Donc, c'est des sortes de variables cachées qui ont cette propriété très naturelle d'être non contextuelles. Et en fait, ces variables cachées, tu les connais très bien. On appelle ça des nombres réels. Les nombres réels sont les variables cachées de la physique classique. En physique quantique, à cause du H-bar, on peut gagner au jeu de Bell. On ne peut pas gagner au jeu de Bell avec la physique classique. On n'a pas d'intrication en physique classique. Et en physique quantique, donc, on a ces variables incompatibles, ce qui rend aussi impossible d'avoir des variables cachées non contextuelles. Ce qui ensuite, dans un jeu comme ça, avec deux parties, implique la non-localité. Tu parles des nombres réels qui sont les variables cachées. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus. Est-ce qu'en physique quantique, si on admet des variables cachées, il faut qu'elles soient non locales? Alors, est-ce que les nombres on peut parler de non-localité aussi pour les nombres réels? Alors, lorsqu'on parle de ces variables cachées, ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y aurait des variables en plus de celles qui sont dans la théorie. Il y a des variables dans la théorie, bien sûr, la position, la vitesse de mon vélo, des choses comme ça. Mais ensuite, on pourrait imaginer qu'il y a des variables supplémentaires, qu'on appelle donc des variables cachées. Alors, dans cette physique indéterministe, avec ces mathématiques intuitionnistes, oui, on peut dire, mais peut-être qu'il existe des variables supplémentaires. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle les nombres réels. Donc, en fait, ça, c'est des variables cachées qu'on a l'habitude d'utiliser. Et on peut aussi remarquer qu'elles sont véritablement cachées, puisqu'encore une fois, elles ont une quantité infinie d'informations, donc vous n'allez jamais les voir. Donc là, on a ça. Maintenant, en physique quantique, on parle aussi de variables cachées. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de variables cachées en physique quantique qu'en physique classique. Et en physique quantique, ce que John Bell et ensuite avec les expériences, on a montré que c'est impossible d'imaginer que ces variables soient locales. C'est-à-dire qu'il y en a simplement celles qui agissent chez Alice et qui déterminent le résultat, puis celles qui agissent chez Bob et qui donnent le résultat. Ça, c'est exclu par les résultats expérimentaux. Et c'est pour ça qu'on parle ensuite effectivement de non-localité quantique, parce qu'on ne peut pas rajouter, même si on voulait rajouter des variables, ça ne permettrait pas de restaurer la localité. Alors pour répondre à ta dernière question, non, les nombres réels, donc les variables cachées de la physique classique, ne permettent pas de non-localité. Parce que pour violer une inégalité de Bell, il faut que les deux mesures qu'on fait chez Alice et les deux chez Bob soient en fait incompatibles. Et on n'a pas d'incompatibilité en physique classique. Bon, ça c'est un peu technique quand même, désolé. Alors une autre question posée par un autre participant à cette conférence qui porte sur un élément où vous avez dit on peut croire ceci ou on peut croire autre chose. Vous présentez le fait de croire qu'une quantité d'espace fini contient une quantité d'informations finie comme un choix. Est-ce que ce n'est pas un fait établi par la borne de Bekenstein? Alors, oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas la borne de Bekenstein, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est? Bien sûr.
Bien sûr, oui, oui, ça c'est pas le. Oui, ben merci aussi pour cette question. Effectivement, c'est tout à fait juste. Donc, disons, au niveau où j'en ai parlé aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un choix. Hein. Maintenant, si on veut faire intervenir la relativité générale et la théorie quantique des champs, on peut effectivement montrer qu'une information, d'abord une information, ça n'existe pas juste comme ça abstraitement, ça doit être porté par quelque chose de physique, un objet, de l'énergie, une onde ou quelque chose. Et puis dès qu'on a quelque chose de physique, si on en a beaucoup, pour avoir une quantité infinie d'informations, ben, il faut avoir beaucoup de supports pour supporter cette quantité infinie d'informations. Et à ce moment-là, il y aurait une telle densité de masse et d'énergie que cela déformerait notre espace-temps de façon à créer un trou noir. Et donc, finalement, puisqu'on a quand même, on vit pas dans des trous noirs, là, donc cette borne de Bekenstein, disons, en simplifiant un peu, elle nous dit que l'absence de trou noir nous montre qu'il n'y a pas de quantité d'informations infinie, mais même une borne finie. Donc, on sait même quel est le maximum d'informations qu'il pourrait y avoir, par exemple, dans cet auditoire. Donc il a raison, ce monsieur ou cette dame. Effectivement, j'aurais pu me référer à la théorie quantique des champs, etc. Il me semble que c'est un monsieur, mais je ne peux pas vous le garantir. Peu importe d'ailleurs. Peu importe, en tout cas, il ou elle a raison. Mais voilà, je n'ai pas voulu aller jusqu'à ce point. Et en tout cas, même en restant beaucoup plus simple, tout le monde peut comprendre l'idée qu'il y a une quantité finie d'informations dans un volume fini. C'est une hypothèse qu'on accepte ou pas, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît très raisonnable. Alors, une autre question beaucoup plus théorique. Hein, vous avez évoqué la relation entre l'approche des mathématiques et l'approche physique, les approches physiques. Et donc, une question, le langage des mathématiques intuitionnistes réintroduit par la fenêtre la continuité de proche en proche, mise à la porte par d'autres théories. Est-ce que vous pensez que les mathématiques intuitionnistes réintroduisent cette notion de continuité de proche en proche? Dans le temps, oui. Dans le temps, absolument. Donc le temps intuitionniste, disons, il est continu, il se développe de proche en proche, mais ce n'est pas la même chose que la continuité dans l'espace, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui se propage, là, de nouveau sur ce slide, de proche en proche d'Alice à Bob. Mais ça évolue continuellement dans le temps. D'accord, ok, c'est assez clair. Alors moi, j'avais, à titre personnel, c'est pas dans le chat, une réaction en entendant ce que vous dites en tirant le fil du déterminisme. Ça donne un monde quand même extrêmement triste pour l'humain. Ah oui, absolument, c'est pour ça que j'aime pas ça. Hein. Donc, oui, je trouve ça effectivement, l'idée de l'univers horloge, je trouve ça déprimant, effectivement, totalement. Il n'y a plus de libre arbitre, mais en fait, on n'a plus de raison d'être. Donc, effectivement, c'est déprimant, mais il se trouve qu'il y a quand même énormément de physiciens qui aiment bien ça. Je ne les comprends pas, hein, mais il y a énormément de physiciens qui sont, je ne sais pas, qui sont peut-être attirés par la beauté abstraite des mathématiques. C'est vrai que les maths, c'est très beau, il n'y a pas de doute. Et là, les mathématiciens savent manipuler les infinis, ils peuvent même les comparer. Donc, c'est des théories extrêmement belles. Mais voilà, je veux dire, c'est pas parce que c'est très beau que ça décrit le réel. Je dirais que la notion de libre arbitre est très chargée et que là, on parle de non-déterminisme et qu'il ne faut pas mettre un signe égal forcément. Oui, alors là, attends, j'ai quand même te répondre parce que tu as parfaitement raison. C'est écrit là sur le dernier slide, mais que je n'ai pas lu parce qu'on n'avait plus vraiment le temps. Allez, ça vient, voilà. Tiens, donc, effectivement, où est-ce que je le dis, ça? Voilà, c'est ça, la nature est dans le cas. Ah oui, c'est ça, la dernière phrase du point numéro 1. Le hasard n'explique pas le libre arbitre. Donc effectivement, je ne prétends pas que le hasard explique le libre arbitre. Par contre, le déterminisme contredit,
pour moi le libre arbitre, même si je sais qu'il y a beaucoup de philosophes qui ne sont pas d'accord. Mais pour moi, c'est très clair que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre. Alors, il y a vraiment une question, une demande de précision là-dessus. Pourquoi dites-vous que l'indéterminisme n'implique pas le libre arbitre? Bon, le libre arbitre, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, il faut effectivement qu'on puisse faire des choix, mais ensuite, il faut qu'on puisse contrôler notre choix. Si je veux lever la main, oui, je peux lever la main, c'est mon choix. Mais si je décide de lever la main, il faut que je puisse contrôler mes muscles pour que ma main monte effectivement. Donc, il n'y a pas seulement une partie d'indéterminisme, il y a aussi une partie de contrôle. Et ce passage entre l'un et l'autre, c'est peut-être même un peu le problème de la mesure. Mais en tout cas, là je ne prétends pas avoir la réponse à cette question de comment faisons-nous pour finalement non seulement faire des choix, mais ensuite contrôler quand même que ces choix, ou en tout cas une partie, parce qu'on contrôle de loin pas tout, hein, et puis on n'est pas totalement libre, on est bien d'accord, je ne peux pas me commencer à voltiger dans la pièce là. Mais au moins j'ai un certain nombre de choix et j'ai un certain contrôle sur le résultat de mes choix, les conséquences de mes choix. Si je me permets, je pense qu'il y a aussi la question de... Là, on parle de systèmes, on va dire, évidemment, dont on n'arrive pas à saisir la réalité ou la nature, mais quand on parle des êtres humains, on ne peut pas faire l'hypothèse que font certains, disons, moi, personnellement je ne la fais pas et je ne pense pas que ce soit ton cas, que nous sommes constitués fondamentalement de particules ou d'électrons qui obéissent à la physique quantique et que du coup, ce qu'on se dit sur la physique quantique va s'appliquer à notre échelle. Donc il y a une transition, et en particulier, parce que sinon on est un peu dans le matérialisme philosophique qui consiste à dire que notre cerveau se fonde sur des processus physico-chimiques et que même la conscience a une explication matérielle. Et donc, effectivement, ce lien est difficile à établir à partir du moment où on n'est pas dans le matérialisme philosophique, justement. Oui, donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que physicien, je m'occupe du réel extérieur, du monde extérieur. Et donc, ça ne m'inclut pas. Ça inclut mon corps, mais ça ne m'inclut pas en entier. Mais rien qu'en disant ça, je confirme ce que tu viens de dire. Donc effectivement, je ne suis pas du tout un matérialiste et je ne sais pas de quoi je suis fait, mais je ne suis pas juste fait de petites boules de billard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on revient à Einstein avec les billes, la conception en termes de billes, en fait, une horloge, ça implique à la fois le déterminisme, mais ça implique aussi un réductionnisme à des billes, à des entités, à des billes. En fait, il reprend en quelque sorte, d'ailleurs, Alhazen, au Xe siècle, faisait des expériences avec des billes pour simuler la lumière. Et donc, cette mécanique, l'objectivité aussi qu'il recherchait déjà Alhazen, en séparant la lumière de l'être humain. Est-ce que, du coup, j'ai l'impression que dans la physique quantique, tu es d'accord qu'elle remet en question aussi cette localité, en quelque sorte, localisation en tout cas des billes. Mais là, dans le schéma que tu as mis pour le générateur de hasard, et on voit quand même une trajectoire. Donc, est-ce que tu es d'accord que c'est... Voilà, c'est pas tout à fait ça. Oui, bien sûr, tu as raison. Il y a cette trajectoire que je montre là, enfin, ce n'est pas sur ce slide-là, mais voilà, c'est pour simplifier de nouveau. Voilà, si je vous donne un vrai cours de physique quantique, ça prendra un peu plus de temps, et puis je ne sais pas combien il y aura encore d'étudiants après quelques heures. Donc, effectivement, j'ai un peu simplifié, tu as raison. C'est pas grave. Voilà. Puis aussi, effectivement, donc, Einstein, ces petites boules de billard, encore une fois, Einstein, je le présente comme le génie de la mécanique, parce qu'il a développé cette idée que de l'univers horloge constitué de toutes ces petites boules de billard. Il a poussé ça à l'extrême avec un succès absolument extraordinaire, et c'est ce qu'il fallait faire, c'était la bonne démarche, il n'y a aucun reproche là-dedans. Simplement, encore une fois, depuis, on a fait des progrès, on en a fait beaucoup. Et c'est vrai qu'en physique quantique, on ne voit plus du tout le monde comme constitué par des petites boules de billard. On sait même que c'est vraiment faux, c'est pas comme ça, il n'y a pas des trajectoires, comme tu m'as aussi fait remarquer. Et en plus, en physique quantique, l'énorme majorité des physiciens sont d'accord avec moi qu'il y a de l'indéterminisme. Il y a toujours quelques-uns qui vont renoncer à une de ces hypothèses que j'ai mentionnées, mais l'énorme majorité vont être d'accord avec moi. Donc là, il n'y a pas vraiment de discussion.
Par contre, en physique classique, je dois aussi reconnaître que l'énorme majorité des physiciens continuent à penser que la physique classique est déterministe, parce qu'ils n'ont pas compris que les nombres réels ne sont pas réellement réels. Merci beaucoup. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va pouvoir clore, si vous en êtes d'accord. Merci encore à tout le monde. C'était sympathique de pouvoir discuter et répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Nicolas, vraiment d'avoir bravé la neige et être venu jusqu'à nous sur ce plateau. Nous sommes vraiment heureux d'avoir effectivement reçu avoir eu le droit à cette très belle conférence bien riche. Et je vous incite vraiment à lire si vous avez envie de comprendre le jeu de Bell, lisez ce livre. Ça ne nécessite vraiment pas du tout de formalisme quantique. C'est très pédagogique. Il faut juste être patient. Il faut avoir juste des notions de probabilité. Et je trouve que c'est vraiment les expériences réalisées par Nicolas sont très importantes dans l'histoire de la physique. Elles sont, et je trouve qu'on devrait vraiment les faire connaître davantage avec ce genre de jeu, même que ce soit inclus dans les programmes scolaires, qu'on arrête de présenter, de se restreindre à la théorie justement de gravitation de Newton pour pouvoir. C'est en soi un vrai scandale qui devrait même être dans les colonnes des journaux. Donc merci encore de ta présence et de cette belle conférence, et merci à tous. Merci pour les questions et au plaisir, j'espère, pour une future conférence de physique quantique au Centre Teilhard de Chardin.